Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marquée. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Florène, Abderrahim, Vincent et Adèle. Ils et elles ont entre 24 et 26 ans et sont respectivement juives, musulmans, catholiques et agnostiques. Ils constituent l'équipe d'Interface Tour 4. Interface Tour, c'est un projet qui existe depuis maintenant 8 ans, qui est né d'une vision assez simple, qui est l'idée que l'interreligieux est un outil qui contribue à la paix. Et en fait, pour aller vérifier cette vision, ce qui a été décidé, c'est tous les 2 ans, une équipe de 4 jeunes part faire un tour du monde pour rechercher des initiatives qui vont dans ce sens. Et donc ça a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de recenser ces initiatives pour montrer qu'elles sont hyper nombreuses, qu'elles existent partout dans le monde et qu'elles fonctionnent. Le deuxième, c'est de les connecter entre elles. Et le troisième, c'est de les donner à voir, en fait, de sensibiliser à leur travail. Parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'on parlait beaucoup de la diversité sous l'angle des problèmes, mais qu'on ne proposait jamais les solutions qui pourtant existent partout dans le monde. Inspirée et parfois émue aux larmes par les initiatives que j'ai découvertes, j'ai été particulièrement touchée par les sujets traitant de la notion d'allié, du pardon et de la mémoire, des luttes LGBTQI+, du féminisme et de réparation post-coloniale. Consciencieusement, j'ai pris des notes et référencé chacune des initiatives liées à ces sujets afin que l'équipe me les raconte pendant l'enregistrement. Pourtant, lorsque je les ai reçus tous les 4 chez moi, j'ai compris que l'entretien allait prendre une autre tournure. J'ai senti le lien fort qui les unissait, réalisé l'immense aventure qu'ils avaient vécue et la nécessité de les faire parler de façon plus intime et personnelle de cette expérience. Je pleure pas. Non mais tu me regardes, c'est votre faute là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Dans cet entretien séparé en 2 volets, Abderrahim, Florène, Adèle et Vincent vont nous dire ce qui les a motivés à se lancer dans cette aventure. Ils vont nous raconter quelques-unes des initiatives rencontrées, nous faire partager leurs regards, leurs vécus et leurs anecdotes de voyage. Bonne écoute. Pour donner un peu plus d'infos sur nous 4, du coup, Adèle, Abderrahim, Vincent et moi, Florène, on a été sélectionnés en janvier 2018. Et en fait, quand on a été sélectionnés, on ne se connaissait pas. Du moins, on se connaissait parce qu'on faisait tous les 4 partie de l'association Coexister. En fait, on a reçu un coup de téléphone nous disant, voilà, tu vas partir faire le tour du monde. Enfin, moi, on m'a dit, tu vas partir faire le tour du monde avec Adèle, Abderrahim et Vincent. Et j'étais en folie. Après, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je ne connais pas ces personnes. Je sais pas si, pendant la période du confinement... Toi, Floriane, tu as expérimenté le fait de vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un, mais nous, on l'a fait pendant 8 mois. Et c'est cool d'être préparé, c'est cool d'avoir des petits outils pour pouvoir bien vivre ensemble. Et donc, nous, on a été préparés pendant 1 an et demi avant de partir et faire le grand saut le 1er août 2019. Et du coup, depuis le 1er août 2019, on a étudié, visité 18 pays. Un petit peu moins que prévu, puisqu'on est rentré en urgence à cause du coronavirus. On a rencontré à peu près 250 projets. Pour mieux les connaître, j'ai voulu savoir ce qui les avait motivés à candidater pour Interface Tour. Moi, j'ai du coup une histoire de famille que je raconte assez souvent. Florène. Et j'en parlais d'ailleurs avec Adèle très très récemment. J'ai l'impression que j'utilise un peu l'histoire de ma famille comme un exemple de vivre ensemble, mais de manière un peu froide. C'est tellement pour moi un exemple de réussite que je dis, bon bah voilà, moi mon papa a été prêtre catholique pendant des années, ma maman est juive, elle a été mariée à un juif pendant des années, puis ensuite elle a rencontré mon papa. Moi je suis issue de cette union, et puis dans ma famille on vit très bien ensemble, on vit la diversité comme une richesse incroyable, et je suis issue de ces 2 racines magnifiques et je suis très fière de les porter. Et en fait, je me rends compte que je suis très fière de cet exemple, mais même si j'en parle au quotidien, les gens réalisent pas à quel point c'est un truc de ouf.
Et j'ai fait des études de sciences politiques parce que je suis passionnée par les questions sociales. J'ai envie d'agir et répondre à un certain nombre de problématiques qui m'empêchent de dormir le soir dans ma société, dans mon pays. Et en fait, le vivre ensemble, c'est un nœud de toutes ces problématiques qui me tient énormément à cœur. Et je suis arrivée à un moment où mon histoire de famille, c'était plus suffisant pour servir d'exemple. Et mon engagement à coexister m'a énormément apaisée. J'ai rencontré énormément de personnes et puis je pouvais recommencer à raconter cette histoire et avoir des gens qui me disaient « Waouh, c'est trop bien et tout !» Et puis ensuite, je suis retournée dans mon entre-soi de mes études, de mes amis, avec des personnes qui sont très majoritairement non-croyantes. Et puis, il n'y avait plus de résonance. La diversité, c'est bien, mais bon, ok, ça va, c'est cool, on n'a pas trop besoin d'en parler. Les gens ne réalisent pas qu'on vit dans un pays incroyable, que la diversité, elle se retrouve chez les gens, mais elle se retrouve aussi dans les paysages, elle se retrouve aussi dans les villes, elle se retrouve dans les métiers, elle se retrouve dans tellement de choses, et on oublie de la mettre en valeur. Et puis là, d'un coup, tu as un petit projet qui s'appelle Interface Tour, qui te propose d'aller voir cette diversité partout dans le monde, et d'aller la célébrer, et de faire en sorte que la diversité soit vue comme un outil pour construire des sociétés plus justes, plus inclusives, mais surtout un outil pour servir toutes les causes sociales qui nous tiennent à cœur, qui sont l'écologie, le féminisme, la sécurité. Enfin, c'est incroyable comme projet. Et en plus, on te propose de le partager avec 4 personnes qui n'ont rien à voir. Et on te dit, bah, tu vas faire l'expérience de la diversité, la vraie expérience de la diversité. Donc en fait, ça cochait un peu toutes les cases et tu sors de 5 ans d'études, t'as envie d'aller voir du pays, t'as envie d'aller voir le monde et t'as Interface Tour et du coup, tu te dis, ok, go, il faut absolument que je tente ma chance. Et donc ça s'est un peu passé comme ça dans ma tête, j'ai l'impression. Adèle. Alors pour moi, je pense que, comme tout le monde, ça remonte à loin, même si c'était pas incarné dans le projet Interface Tour. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très indigné depuis que je suis même très petite. C'est mon caractère. Je suis indignée et très sensible. Et en fait, j'ai l'impression que les gens trouvent ça attendrissant, mais ne le prennent pas toujours au sérieux. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Et voilà, je comprenais pas pourquoi le monde dans lequel je grandissais était aussi pas en adéquation avec ce qui me paraissait des évidences de la manière dont on peut discuter, s'entendre, etc. Et j'ai cherché dans mon cursus scolaire, dans mes études, un moyen de répondre à ça, qui est d'abord passé par la théorie. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai fait de la philo, des sciences politiques, et j'ai trouvé des réponses, mais toujours pas une prise au sérieux, en fait. C'était toujours elle est mignonne, elle veut faire la paix dans le monde, cette espèce d'expression qui résume tout et qui veut rien dire, enfin... Et puis à la fin de mes études, j'ai fait un stage en Bosnie pendant plusieurs mois. Et en fait, là-bas, j'ai découvert un contexte qui est très difficile, très particulier, et en même temps des gens qui sont devenus un peu des héros dans mon esprit à ce moment-là, qui avaient le courage de se battre pour ces mêmes idées que moi je défendais, mais beaucoup plus facilement en France. Et en fait, j'ai trouvé ça insupportable qu'on réduise leur engagement à quelque chose de mignon, de bisounours ou d'un peu rêveur. Et donc, j'ai eu besoin de trouver un autre moyen de parler de ces questions-là, qui soit moins théorique et qui soit beaucoup plus concret. Et c'est un peu ça que Interface Tour m'a permis de faire, c'est-à-dire d'aller chercher partout dans le monde des cartouches, des histoires concrètes. Et aujourd'hui, je peux plus laisser quelqu'un me dire « Ah, t'es idéaliste ou t'es naïf », parce que je leur dis « Non, en fait, ce que je te dis là, non seulement ça existe, mais en plus, cette personne dont je te parle, je l'ai rencontrée, elle m'a parlé de son action, elle m'a parlé de telle personne qu'elle a touchée comme ça. Et en fait... c'est si concret qu'on est obligé de me prendre au sérieux. Et pour moi, c'était ça, Interface Tour, c'était incarné par des histoires concrètes, ce que j'ai toujours pensé et ce que j'ai lu, et pouvoir défendre en fait cette position-là de manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus argumentée qu'avant. Abderrahim. C'est dur de passer après Adèle. Alors pour ma part, il faut d'abord que je décrive mon entrée à coexister qui s'est fait en 2015. En 2015, je pense que pour tout le monde, ça a été une année... plutôt compliqué avec les attentats qui ont eu lieu. En fait, le groupe d'Argenteuil s'est créé à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Au début, moi, je venais, mais un peu comme un touriste, où je me disais, bon, ça a l'air sympa, je vais venir 2-3 fois, on verra. Et ensuite, donc, je suis allé pendant quelques mois en Espagne pour mes études. Et donc, c'est au moment où j'étais en Espagne qu'ont eu lieu les attentats du 13 novembre. Et j'ai remarqué qu'à ce moment-là, il y a eu un avant-après 13 novembre. Alors même que j'étais pas en France, j'ai remarqué des regards sur moi qui se crispaient, qui ont changé. Et je l'ai ressenti encore plus quand je suis revenu en France. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc là, j'ai décidé de prendre des fonctions à coexister Argenteuil, donc de m'impliquer beaucoup plus, dans le but d'essayer de changer ces regards sur moi et donc sur ma religion, puisque je suis musulman. C'est ce que j'ai fait jusqu'en 2018. Et c'est juste qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc je me suis dit, si le contexte et le climat en France ne fait qu'empirer, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer ça? Et donc Interface Tour, ça a été là pour moi une réponse que j'ai trouvée, en me disant que
en faisant ce voyage, en étant avec 3 personnes donc d'une autre religion, d'une autre conviction, montrer déjà qu'on pouvait avoir des relations tout à fait apaisées, des relations saines ensemble, de montrer que des liens interreligieux existaient réellement, même interconvictionnels. C'était quelque chose auquel je ne croyais pas avant, mais auquel j'ai cru en entrant à coexister. Et par le fait de montrer que, à travers, entre guillemets, mon exemple, même si je veux pas être un modèle ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais montrer que être musulman, c'est pas ce qu'on voit à la télévision, c'est pas ce qu'on voit à travers les médias. Montrer que l'islam n'est pas une religion, justement, qui terrorise, bien au contraire, en tout cas, de la façon dont je la pratique et dont je la comprends, c'est une relation, une religion qui me permet d'avoir une relation saine, en fait, avec les gens et avec mon créateur. C'est une religion qui est très spirituelle, pardon. Je viens d'acheter ça à chaque fois avec les relations. Donc pour moi, c'était ça que je voulais montrer à travers Interface Tour, montrer que on pouvait être musulman, être ouvert à l'autre, être ouvert à l'altérité, tout en gardant son identité. C'est ce que je voulais montrer, c'est ce que j'espère avoir fait à travers mon expérience. Vincent. Et pour moi, je pense qu'il y a 2 raisons qui s'entrecroisent. La première, c'est qu'il y a 14 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être photographe et que je voulais arrêter les études le plus vite possible pour être photographe. Alors ils m'ont dit non, il faut que tu continues jusqu'au bac, parce que bon, je pense que comme tous les parents, ils ont un peu peur de ce monde un peu dur qui réserve pas un bon sort aux gens qui n'ont pas fait un bac général et puis des grandes études après. Donc ils m'ont poussé, j'ai fait un bac général et puis j'ai fait une grande école de photo, une école qui est assez réputée. Et en fait, à la fin de cette école, je me rends compte que je sais pas non plus trop quel photographe je veux être. En fait, je sais pas trop ce que ça veut dire être photographe. Alors que je suis persuadé depuis 14 ans que je veux être photographe. Maintenant que je suis photographe, je sais pas qui je suis. Donc, Interface Tour, c'est en partie, je pense, une réponse à cette question, dans le sens où, avant d'aller bosser pour la photo de pub ou de mode, pour des entreprises dont je soutiens pas forcément les valeurs, et ben, je me suis fait une autre expérience avec Interface Tour, c'est celle de raconter des belles histoires. Donc ça, c'est une chance. Et puis, il y a une autre raison, c'est que pour moi, être catholique, être chrétien, c'est en fait d'une certaine manière un engagement politique. Le chrétien à côté de moi ou la chrétienne à côté de moi n'est pas mon frère ou ma sœur parce qu'il est chrétien, mais parce qu'on fait des choses ensemble. Pour moi, c'est ce qui compte en fait. C'est pas une question de statut, c'est une question de ce qu'on décide de faire ensemble, de la société qu'on construit. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans ma communauté avec qui je partageais peut-être moins de choses que des gens à l'autre bout du monde, ou que des gens proches de moi qui se définissaient radicalement comme différents, puisqu'ils se disaient juifs, ou se disaient musulmans, ou elles se disaient athées ou agnostiques. Et du coup, Interface Tour, c'est l'histoire d'aller découvrir le monde avec des gens comme ça qui ont cette différence fondamentale et avec qui pourtant je suis proche parce qu'on a des valeurs communes très très fortes. Et du coup, voilà, le tour du monde, c'était aller rencontrer des gens différents avec des gens différents, construire cette société et devenir frères et sœurs de ces gens avec qui on n'a partagé qu'une journée et puis de ces gens très spéciaux à côté de moi avec qui on a partagé 8 mois. Il y a un peu d'émotion. Pourquoi il y a de l'émotion? C'est aussi parce que ce voyage, en fait, là on va le raconter avec une saveur dorée de réussite, mais c'est aussi plein de moments hyper compliqués, des moments où on se comprend pas, où on a envie de se dire j'arrête tout et de rentrer par le premier avion. Et c'est des vrais moments qui sont arrivés, quoi. Et je pense que ça arrivera pour chacun d'entre vous. À chaque moment où vous ferez un truc dur dans votre vie, un truc qui compte pour vous, en fait, il y a des moments où vous allez avoir envie d'abandonner. Et ce tour du monde, c'est aussi celui de la persévérance, parce qu'il y a eu des moments où on se supportait plus. C'est vrai, on a dit voilà, pendant le confinement, on vit avec des gens 24/24. Nous, on l'a fait pendant 8 mois. Il y a des moments où on s'est plus supporté, mais on a construit un truc encore plus fort au travers de ça. Et donc, je pense que c'est ça qui rappelle l'émotion là maintenant. Je vous propose de commencer ce tour du monde par un beau projet au Texas. Vas-y Flo. Merci Abdé. Ils me laissent la parole parce qu'ils savent que c'est vraiment un projet qui m'a énormément émue. Et que, en fait, je pense que je vais me débrouiller un jour pour imposer ce projet dans toutes les écoles de France et faire en sorte qu'au lieu d'avoir des cours d'éducation civique et morale, ce qui est un nom déjà qui m'énerve, on ait un cours de standing up for each other parce que je trouve que c'est incroyable. Et on va réfléchir à une traduction française, mais pour l'instant, on l'a pas. Pour planter un peu le contexte, notre arrivée au Texas, elle a été assez compliquée. 11 heures de vol, 11 heures de turbulence, où vraiment on a cru qu'on allait y rester. Vraiment, ça a été compliqué. On partait des Fidji où on avait rencontré des gens
incroyable. On avait tissé une amitié. On a rencontré une famille, en fait, là-bas, vraiment. Et on a dû quitter une famille. Un peu comme quand on a quitté notre famille le 1er août, on a quitté une famille aux Fidji et on a tous décidé de laisser une partie de notre cœur là-bas ensemble. Et donc là, on débarque au Texas avec notre lot de préjugés. Il faut dire, hein, on ne veut pas dire qu'on n'a pas de préjugés parce qu'on en a eu beaucoup pendant ce tour du monde. Et donc, en arrivant au Texas, on avait peur. Certains plus que d'autres, mais on n'avait aussi pas forcément la même motivation qu'on avait dans d'autres pays d'aller rencontrer des gens. C'était une période compliquée, c'était la période des fêtes. Pour ma part, de Hanouka, la période de Noël pour Vincent. Donc bon, voilà, la période des fêtes où on retrouve sa famille en règle générale, le Nouvel An. Et là, on rencontre ce rabbin un jour. On était censé rencontrer en fait le rabbin et le leader religieux musulman qui devait l'accompagner, mais qui n'a pas pu venir parce qu'il était occupé à la prière et il faisait même une médiation, je me rappelle. Et donc on rencontre ce rabbin et puis il faut dire ce qui est, on a eu un coup de cœur assez immédiat avec sa personnalité, hyper punchy, il nous a accueillis, il était vraiment, vraiment génial. Et il commence à nous dire je suis désolée qu'il puisse pas venir parce qu'on aurait bien aimé vous parler tous les deux, mais d'abord pour commencer il faut qu'on parle de notre rencontre. En fait on s'est rencontrés il y a quelques années dans un autre pays à l'occasion d'un voyage, puis en fait on est juste devenus amis comme ça, on a commencé à parler puis on rigolait bien ensemble, donc voilà, on est devenus potes, donc une amitié plutôt simple. Et il y en a un qui demande à l'autre, tu fais quoi pour Noël? Parce que tout est fermé le 24 décembre. Et il lui dit, moi je vais au cinéma puis au resto chinois. Et l'autre qui dit, je fais exactement la même chose, c'est dingue, on a la même tradition. Et du coup ils se sont dit, vas-y viens, on le fait ensemble, tu ramènes ta famille, je ramène la mienne, et puis on passe le 24 décembre ensemble. Ils ont passé une hyper bonne soirée, ils se sont dit, ok, tant qu'à faire, on devrait le faire tous les ans. Et donc, de fil en aiguille, ils ont ramené des personnes de leur communauté et c'est devenu le Muslim Jewish Christmas, donc le Noël judéo-musulman. Et ils se sont dit, on va aller plus loin, c'est une occasion en or, on a nos 2 communautés qui sont là pour un moment un peu joyeux, on devrait organiser un petit atelier. Et donc là, cette année, ils venaient d'organiser un atelier qui s'appelait le Standing Up for Each Other. L'objectif de cet atelier, c'est de comprendre comment on peut devenir un bon allié les uns pour les autres. Par binôme, donc un juif, une juive, un ou une musulman ou musulmane, ils avaient des petites scénettes où ils allaient revivre une scène de discrimination qui avait été vécue par une personne. Et l'exemple qu'ils nous ont donné, c'est 2 personnes qui sont à la caisse d'un supermarché. Un juif, donc on voit qu'il est juif, il porte une kippa, et donc devant lui, il y a quelqu'un qui dit « Waouh, elle est hyper chère cette brique de lait », et la personne qui est à la caisse qui dit « C'est normal, c'est un juif qui tient le magasin ». La personne qui est juive qui est derrière, qui prend une attaque antisémite forte, donc bon, qu'est-ce qu'elle peut répondre? Et derrière, il y a une femme qui est musulmane, on voit qu'elle est musulmane puisqu'elle porte un foulard. L'idée, c'est de savoir comment cette femme peut réagir, comment elle peut être un élément déclencheur pour dénoncer une situation de discrimination hyper violente, et pourquoi faire cet atelier-là avant de vivre une situation de discrimination, c'est parce que quand on est face à quelque chose, c'est toujours beaucoup plus dur d'agir et parfois qu'on peut agir en faisant quelque chose de maladroit qui va empirer la situation. Donc là, en fait, ils ont décidé d'utiliser le fait que les 2 communautés étaient là pour aborder quelque chose dont ils sont victimes l'un et l'autre, à savoir l'islamophobie et l'antisémitisme, et ne pas dire « je sais ce que tu vis parce que je vis la même chose ». Non, ils vivent des choses différentes, mais par contre, ils ont des moyens d'action pour faire en sorte de faire un front commun face à toutes les discriminations que une ou l'autre communauté va vivre. Et c'est valable pour toutes les personnes qui sont victimes de discrimination au nom de leur identité, qu'elles soient femmes, qu'elles soient noires, qu'elles soient musulmanes ou musulmans, juifs ou juives. C'est toute personne qui est victime de discrimination a besoin d'un allié, et cet atelier est là pour essayer de réfléchir à comment on peut être le meilleur allié possible. Et en termes de résultats, on lui a posé la question, on a dit ok, est-ce qu'il y a eu des partages d'expériences positives suite à cet atelier? Et donc le rabbin nous explique qu'une femme qui était présente, membre de la communauté juive, avait beaucoup de préjugés sur les femmes qui portaient un foulard. Et cette femme travaille dans un aéroport et c'est connu maintenant, c'est quelque chose qui se sait. Les personnes musulmanes qui vont dans un aéroport sont victimes de discrimination énormément. Puis Abderrahim l'a malheureusement vécu pendant notre tour du monde où on a traversé beaucoup d'aéroports. Mais donc une femme qui porte un foulard a d'autant plus de chances d'être victime de discrimination quand elle passe un contrôle. Et cette femme, en amenant son lot de préjugés sur son lieu de travail, allait aussi amener son lot de discrimination sur son lieu de travail. Et en participant à cet atelier, elle a réalisé l'impact que ça pouvait avoir. Elle a partagé cette expérience avec ses collègues. Et ça a eu un réel impact parce qu'elle a réalisé qu'en fait, elle ne pouvait pas discriminer des femmes qui portaient un foulard dans un aéroport, à quel point ça pouvait être un traumatisme pour ces personnes-là. Et donc, c'est l'exemple parfait de comment un petit atelier peut avoir un énorme impact sur la société et peut permettre à des personnes, en l'occurrence ici des femmes musulmanes, de se sentir beaucoup plus à l'aise en voyageant, ce qui est normal en fait. Ça devrait pas être un problème d'avoir peur quand on s'apprête à faire un voyage, du moins peur de l'avion peut-être, mais pas peur des personnes qui vont nous faire rentrer dans cet avion. Donc, moi, j'ai été extrêmement touchée
par cette rencontre-là, extrêmement touchée parce qu'elle résonne avec notre expérience à 4, où quand on sort de son contexte, on sort aussi de sa zone de confort, et donc on est plus vulnérable face aux discriminations qu'on subit. Moi, en tant que femme, et je pense pouvoir parler pour Adèle aussi, on a vécu beaucoup de sexisme pendant ce tour du monde, et on a apprécié pouvoir compter sur nos alliés qui ont appris à devenir des alliés et continuent à l'apprendre aujourd'hui. Et de la même manière, on a pu compter les uns sur les autres pour s'épauler et être des alliés à chaque fois qu'on en avait besoin. Et ce projet, c'était un moyen de nous le rappeler et un moyen de nous dire, bon bah voilà, vous avez encore du chemin à faire pour être des alliés, ça ne s'arrêtera jamais, mais en tout cas, vous êtes en bonne voie pour vous épauler les uns les autres. Abderrahim. Un autre truc qui nous a choqué ce jour où on a été à la synagogue, c'est que après cette interview, on a été invité pour l'office de Shabbat. Ça tombait bien parce que c'était pendant Hanouka et d'ailleurs, on a même pu participer à cet office de Hanouka, donc c'était aussi intéressant. Pour moi, c'était la première fois que je participais à cet office pendant Hanouka. Il y avait une musique, ça fait un candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas. Je crois que c'était l'office le plus bizarre et en même temps C'était l'anglais, l'espagnol, parce qu'on était au Texas. C'était des langues, c'était trop chelou. C'était trop chelou, mais c'était vraiment un bon moment. Mais ce qui a été assez incroyable pour nous, et je pense notamment pour Florian et moi, c'est qu'en arrivant, on sortait donc du bureau du rabbin pour se diriger vers la salle où il y avait Shabbat. Et à ce moment-là, je vois des femmes qui portent un voile. Et du coup, je me retourne, je dis, attends, on a la mosquée, on a la synagogue, c'est quoi ce truc? Et en fait, il y avait des membres de la communauté musulmane qui étaient venus à la synagogue en signe, en fait, comment on pourrait dire, en signe de soutien, de solidarité, ouais. Parce qu'il y avait eu un acte antisémite qui avait été commis, même pas au Texas, c'était à New York, où un rabbin avait été attaqué. Et donc, les membres de la communauté musulmane étaient venus en signe de soutien et de solidarité pour montrer un peu leur présence, leur amour, et c'était assez fou de voir ça dans cette synagogue. En fait, un Shabbat interreligieux, c'était assez incroyable, et moi, c'était la première fois vraiment que je vivais ça. Je me sentais assez privilégié d'être témoin de ce moment. Surtout après l'interview exceptionnelle qu'on venait d'avoir sur Standing Up for Each Other, donc c'était assez fou. Vincent. J'avais un peu oublié cet épisode, et moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette histoire, c'est que c'était pas prévu, quoi. Et que parfois, quand on fait le tour du monde et qu'on va rencontrer des projets, on se demande, oui, mais ce projet, est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'on vient? Ou alors, on se dit, ok, on a eu de la chance de voir le projet se faire cette semaine-là, mais en fait, le reste de l'année, peut-être qu'il y a rien. On essaie de creuser, on essaie de savoir, est-ce que c'est des choses récurrentes ou pas? Et là, en fait, on a un rendez-vous avec le rabbin, il nous en parle même pas tellement lui-même dans sa synagogue n'est pas au courant que ça va se passer 10 minutes plus tard. Et 10 minutes plus tard, début de Shabbat, on comprend tout de suite que c'est la communauté musulmane qui vient. Et bon voilà, c'est vraiment, enfin c'est un peu la pépite, la cerise sur le gâteau de se dire ok, yes, ça arrive de façon spontanée, c'est pas que quand il y a des caméras, et ça fait plaisir quoi. Florène. Et du coup, juste pour conclure rapidement sur le Texas, parce que j'ai dit au début de ma prise de parole qu'on avait beaucoup de préjugés en arrivant au Texas. Et encore une fois, j'ai déconstruit un préjugé que j'avais. Je m'attendais à arriver dans un État avec, faut dire ce qui est, beaucoup de républicains. Et on a été à Houston et Dallas, qui sont les villes les plus diverses en fait aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des statistiques ethniques, donc on peut savoir à peu près qui habite dans la ville. Et il y a une diversité énorme de par la proximité avec le Mexique notamment. Et du coup, il y a une mobilisation de toutes les communautés sur énormément de thématiques de solidarité, de vivre ensemble, qui est assez bluffante. On a notamment un autre rabbin qui nous a dit qu'avec tous les leaders religieux, ils étaient allés protester contre justement la politique de Donald Trump sur l'enfermement des enfants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Énormément d'actions. Et donc, voilà, pour déconstruire un peu un préjugé que j'avais, c'est un État où on a rencontré de très très beaux projets et où je sais qu'il y a une très forte mobilisation aussi aujourd'hui pour dénoncer les répressions policières et le racisme systémique qui règne d'autant plus dans l'État qui reste un État républicain. Et donc voilà, ça nous apprend toujours à se dire ok, j'ai un préjugé, mais il faut que je sois prêt à le déconstruire parce que peut-être qu'en fait, il va pas du tout se vérifier avec les gens qu'on va rencontrer. Adèle. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'avant de voir ces femmes musulmanes qui sont venues à la synagogue, je me souviens que un des points de discussion qu'on a eu avec le rabbin, il nous a beaucoup parlé de showing up. Pour lui, en fait, une des choses les plus importantes, c'était juste, ça veut dire venir, quoi, se montrer, être au rendez-vous. Et je trouve que c'est une leçon très importante quand on réfléchit à la thématique d'être un bon allié, etc. Souvent, on veut faire beaucoup, on veut agir, etc. Et on oublie parfois que la première étape avant l'action, c'est juste l'expression de son soutien, l'empathie, et à quel point elle peut faire du bien, et à quel point parfois elle est même suffisante parce qu'on peut pas aller plus loin, mais elle est très très nécessaire.
Et d'ailleurs, parfois, agir en oubliant avant ça de montrer son soutien et son empathie, c'est très maladroit. Et pour moi, voilà, cette expression showing up, je sais pas exactement comment la traduire en français, mais enfin, on entend l'idée, quoi. C'était une très très belle leçon qui nous l'explique et qu'ensuite elle nous soit illustrée. Ça résonnait avec d'autres questions qu'on avait abordées en Nouvelle-Zélande avant, etc. Et ça a fait partie, je trouve, de notre apprentissage d'une manière très importante. Enfin, à coexister, on parle souvent de faire des actions simples, vraies, concrètes. Et pour moi, bah voilà, juste dire je suis désolée de ce qui t'arrive, je ne peux pas me mettre à ta place, mais je comprends ce qui t'arrive et je comprends que ça t'atteigne, ben c'est déjà un pas énorme, quoi. Et qui, quelque part, devrait être le plus simple à faire parce qu'il fait appel à ce qu'il y a de plus humain et de plus immédiat dans la relation de quelqu'un à quelqu'un d'autre, qui est juste, ben, je suis désolée pour toi, quoi. Poursuivons le voyage en Nouvelle-Zélande. Ok. Yes. Si seulement on pouvait y aller en vrai. Il n'y a même pas besoin de transition parce que du coup, sur la thématique de l'allié aussi en Nouvelle-Zélande, on a rencontré Sarah et Massouma qui sont incroyables. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est mes chouchous? Bah, tu Ouais, peux dire ce c'est que tu déjà, veux, hein. c'est chouchoute. C'est mes chouchoutes. C'est mes chouchoutes, Voilà. C'est waouh. Donc il y en a une, Sarah, elle est pasteur anglicane, elle vient d'être ordonnée. Il y en a une autre, Massouma, elle est musulmane, elle bosse dans une ONG. Et on s'est assis avec elle une après-midi pour parler simplement de leur amitié. Elles se sont rencontrées après les attentats de Christchurch dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Et en fait, Sarah avait simplement un petit bracelet vert au poing. Massouma lui a demandé ce que c'était. Elle lui a dit c'est parce que souvent on associe le vert à l'islam. Et c'était une manière de porter un petit signe toute la journée. Que toute la journée, une personne musulmane qui est en manque de sentiment de confort, de safe space, de sentiment de sécurité, puisse s'accrocher à ce petit symbole et se sentir un peu mieux. Donc Massouma a été touchée par ça, elles ont commencé à discuter de plus en plus, elles sont devenues amies et elles ont décidé de lancer une page Facebook qui s'appelle You Are Us. Donc comment on traduit ça? Vous êtes nous, enfin ou nous, ou peut-être on dirait nous sommes ou quelque chose comme ça en français. Et dans cette page, elles partagent des nouvelles sur leur amitié, des nouvelles sur d'autres amitiés interreligieuses, interculturelles, un peu partout dans le monde, pour essayer de banaliser un peu cette amitié entre des gens qui viennent d'origine, que ce soit n'importe quel type d'origine différente. Et ça marche, il y a quelques centaines de personnes qui suivent. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué quand on discutait avec elle, c'est de voir dans des petites interactions qu'on sentait l'amitié, quoi. Que c'était pas un truc joué, c'était pas un truc pour la caméra, pour le coup, encore une fois. C'était 100% sincère, c'était vrai. Et j'ai trouvé ça hyper réconfortant. Alors qu'ensuite, elles nous ont dit, nous, notre chemin d'action aujourd'hui, c'est d'ouvrir une page Facebook pour essayer de banaliser un peu ça. Mais en fait, ce qui est important dans la relation d'alliés, c'est, comme le disait Adèle en décrivant cette idée de showing up, c'est de, je sais pas, incarner quoi, la notion d'allié. C'est pas facile en fait. C'est chiant. Mais c'est pour ça que c'est beau. Enfin, c'est parce qu'il y a un effort, quoi. S'il n'y a pas d'effort, ça compte pas. Florène. Moi, je peux dire quelque chose qui m'a marqué sur la Nouvelle-Zélande. Il y a déjà énormément de choses. Le fait qu'on soit arrivé dans ce pays plein de bienveillance. Et la réponse du gouvernement aux attentats de Christchurch qui m'a bluffée, que j'ai trouvé incroyable. Et je pense qu'en parler, c'est peut-être aussi un moyen de diffuser cette pratique qui est une pratique gouvernementale, mais qui peut être répliquée dans beaucoup de pays. Coucou la France. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un attentat tragique qui a visé une minorité. Il y a environ 1% de musulmans, donc c'est une très petite communauté. Et sur ces 1%, il y a quand même 2 mosquées qui ont été attaquées, 51 personnes qui sont mortes, énormément de personnes qui ont été blessées, et toute une communauté qui a été traumatisée dans une ville où pourtant règne la bienveillance. Et en fait, ce qui s'est passé juste après, c'est que le gouvernement a dit « Ok, il s'est passé ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème systémique. C'est que notre système n'est pas suffisamment bien construit et que notre système ne permet pas la reconnaissance de toutes les identités et qu'il met en danger des personnes plutôt que d'autres. » Et pour ce faire, il y a un bureau qui s'appelle The Office of Ethnic Communities qui dépend du ministère de l'Éducation. Et donc en fait, ce bureau, ils ont décidé de l'investir pour traiter de ces questions-là. Ils ont doublé ou triplé le nombre d'employés au sein de ce bureau. Ils en ont réparti dans différentes villes de Nouvelle-Zélande. Et ils leur ont dit, entourez-vous des associations, entourez-vous des leaders religieux, entourez-vous des communautés pour essayer de comprendre comment on peut répondre à cette problématique. Et une des réponses, on l'a trouvée chez une dame qu'on a rencontrée, qui fait partie de ces couples de papy et mamie qui nous ont accueillis, qui porte un projet et qui porte un plaidoyer très fort, qui est l'enseignement du fait religieux à l'école. C'est aussi un plaidoyer qu'on porte avec
avec Coexister, de dire qu'il faut qu'on parle du fait religieux à l'école, il faut qu'on parle de la diversité et des personnes qui pratiquent différentes convictions, différentes religions au sein du territoire. Et donc cette personne a été consultée après les attentats. On lui a dit, est-ce que tu peux nous parler de ce plaidoyer ? Est-ce que tu pourrais essayer de nous en dire un peu plus ? Et nous, le moment où on y était, c'est le moment où elle avait des rendez-vous avec le ministère de l'Éducation pour justement essayer de leur dire, voilà, moi ça fait des années que je travaille sur cette thématique, voilà toutes les conclusions que j'ai réussi à tirer en menant mes différents projets, voilà ce que peut permettre d'enseigner le fait religieux à l'école. Et nous, on a juste trouvé ça assez incroyable. On a rencontré 2 fois le gouvernement. Les 2 fois, le gouvernement nous a dit « Nous, on est bluffés par votre projet. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils ?» On était là. Ok, c'est sympa. Et de voir qu'en fait, ils ont envie de s'entourer de tous les acteurs et actrices de la société pour traiter cette problématique. On a vraiment trouvé ça beau et c'est un bel exemple d'initiative parce que IFT, c'est recenser des initiatives et par initiative, on entend en fait toute prise d'initiative, toute idée qui peut changer le système et qui peut faire en sorte de créer une société plus juste et inclusive. Et ça en fait partie. Et ça a été un des exemples... Enfin, ça a été le seul exemple gouvernemental aussi bien mené qu'on a vu. C'est à suivre sur les mois et les années à venir, parce que nous, quand on est partis, ils étaient encore en train de faire des réunions. Là, il y a il y a l'anniversaire des 1 an des attentats qui ont été... J'aime pas le mot célébrer, je sais pas quoi dire, qui commémorer, merci. Et donc c'est encore un sujet à suivre, mais en tout cas c'est un très bel exemple de comment on peut s'entourer de tous les acteurs et actrices de la société pour traiter une problématique comme celle-là. Une autre personnalité en Nouvelle-Zélande a retenu mon attention. Ivica, donc c'est le prêtre de l'église anglicane d'Auckland qu'on a rencontré grâce à George, qui est également un ancien prêtre anglican et qui est un ancien activiste mondial sur le climat et tout, qui a beaucoup influencé notre voyage en Nouvelle-Zélande. Et donc il nous a fait rencontrer Ivica et qui est tellement loin en fait de l'image qu'on peut se faire de la figure d'un responsable religieux, notamment chrétien. Enfin, en tout cas, je vais pas dire qu'on peut, mais que moi je pouvais me faire avant de l'image d'un responsable religieux qui est extrêmement progressiste, qui nous a accueillis, qui a commencé par nous montrer les vitraux de sa cathédrale en disant bah voilà, c'est des vitraux qui représentent les suffragettes qui se sont battus pour le droit de vote en Nouvelle-Zélande, etc. Lui-même est un prêtre homosexuel et qui, en fait, a pas mal de personnes qui travaillent dans sa paroisse qui sont issues de la communauté LGBTQI+, et donc qui travaillent beaucoup sur ces questions-là aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait pas un cheval de bataille, quoi. C'est une évidence pour lui. Et enfin, je veux dire, nous, quand on a assisté à l'office, pour moi, voir des personnes transsexuelles qui faisaient partie du cortège, enfin, c'était exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça. Bon, je n'ai pas assisté à énormément de messes non plus dans ma vie, mais je pensais même pas que c'était possible, quoi. Enfin, il avait un parcours très, très intéressant. Et depuis qu'il avait repris, justement, l'église d'Auckland, il s'était attaché au dialogue interreligieux, qui était aussi important pour son prédécesseur. Et donc, il nous disait qu'il y avait déjà énormément de liens, notamment entre la communauté musulmane et la communauté anglicane d'Auckland, qu'ils ont essayé de renforcer année après année, notamment à travers ces iftars qui sont organisés dans la paroisse anglicane chaque année, au moment du Ramadan. Et oui, Ivica, il est très posé, très lumineux, et surtout, en fait, mais comme beaucoup de personnes en Nouvelle-Zélande, il parle de sujets incroyablement progressistes avec une voix comme si c'était une évidence. Ce qui fait du bien, parce que c'est comme ça qu'on a besoin d'en parler, en fait. Et donc voilà, avec humilité et sincérité, il nous dit des trucs qu'on pensait même pas être possibles dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est très très marquant. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, je me demandais, j'ai réfléchi à Nouvelle-Zélande, parce que en fait, Tinder ça prend, je sais pas, 4 ans pour processer tout. Et j'arrêtais pas de dire, en Nouvelle-Zélande, ils sont en avance sur tout. Je dis ça comme ça parce que je savais pas comment décrire. Et cette idée de cohérence et de... Enfin, il y a que là-bas que j'ai trouvé, justement, un pays où j'ai l'impression qu'on était en cohérence avec les enjeux qu'il y a en 2019, 2020. Et je pense qu'en fait, c'est parce que là où ils sont incroyablement en avance, c'est sur la notion de civisme, en fait. Pour moi, toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles sont incroyablement civiques, dans le sens où elles ont toutes une conception de la société, ce qui n'est pas toujours le cas parfois. En fait, on conçoit sa propre vie à son niveau, et on ne s'élève pas, en fait, au niveau supérieur en disant « je fais partie d'une communauté, et en plus de ça, je fais partie d'une société, d'une nation, etc. » Et j'ai l'impression que là-bas, cette conscience-là, elle est évidente. Et donc, tout est pensé comme, moi, à mon niveau, je fais partie de cette société, et comment est-ce que je peux y apporter ma pierre, quoi. Et je pense que c'est ça qui leur permet, en fait, d'être aussi à la page, et d'avoir encore des tas d'enjeux sur lesquels travailler, mais d'en avoir conscience, en fait, d'avoir conscience déjà des problèmes de leur propre société, parce que ils prennent le temps d'y réfléchir.
Et l'exemple le plus abouti de ça, c'est même pas un exemple, c'était un moment d'émotion incroyable, c'est quand on a rencontré l'imam qui était justement en train de mener la prière au moment des attentats de Christchurch, et qui nous a d'abord raconté des histoires vraiment dramatiques sur les personnes qui sont mortes, etc. Et ensuite, il nous a parlé du terroriste, et il nous a dit, moi, je lui en veux pas. Simplement, il me pose question sur la société qu'on a construite, et je me dis qu'on ne l'a pas accompagné correctement, et que sûrement qu'il a manqué à la fois d'amour et d'éducation pour en arriver à agir comme ça. Et c'était incroyable d'entendre une victime aussi peu de temps après être capable de prendre ce recul et d'interroger sa société entière pour expliquer ce qui s'était passé. C'était vraiment... quand on voit la manière dont les gens ont réagi en France après les attentats, qui n'avaient pas tous ce recul, même si certains l'avaient, ça nous questionne sur le chemin qui reste à faire pour arriver au niveau de la Nouvelle-Zélande sur ces questions-là. Abderrahim. Ça me replonge dans les souvenirs, donc c'est pour ça que je parle pas depuis tout à l'heure. Moi, je retiens surtout comment je me suis senti en Nouvelle-Zélande, où en fait, c'est vraiment le seul endroit du tour du monde où je me suis senti à la maison. J'en suis même venu à me dire, c'est dommage parce que j'aurais aimé me sentir comme ça en France. Ce moment où on arrive à l'aéroport où je me dis, peut-être on va me regarder, peut-être qu'on va fouiller mon sac à moi et pas celui des autres, etc. Ou je me dis peut-être que moi on va me dire, on va me faire une remarque, on va me dire un truc, etc. Et en fait, rien du tout. Cette impression en fait de faire partie du pays, de faire partie du décor presque. C'est un truc que j'avais jamais ressenti nulle part. Et c'était très bizarre. D'un côté, ça me faisait plaisir. D'un autre côté, c'était un sentiment étrange parce que j'ai jamais ressenti ça en fait. Donc, plus que de ressentir un peu de l'apaisement, parce que pour une fois, j'étais tranquille, j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce que ça m'a fait questionner un peu mon pays, la France, parce que je suis né ici. C'est pas le cas pour mes parents, mais moi je suis né ici, donc je suis d'origine marocaine, mais je suis né en France. Et j'ai toujours eu du mal en fait à définir ma nationalité, parce que je me disais je suis pas français, parce que ici on me refuse ma nationalité. Et en même temps, quand j'allais au Maroc, je me disais je suis pas marocain, parce que quand je suis au Maroc, on me dit t'es pas marocain parce que t'es pas né ici. Donc c'était très bizarre un peu cette quête d'identité. Et j'ai l'impression qu'en fait en Nouvelle-Zélande, j'aurais pu être néo-zélandais juste en arrivant à l'aéroport, parce que on m'accueillait comme j'étais. Donc c'était assez incroyable. Et pareil, c'est la réponse du gouvernement, comme disait Florène tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué, parce que c'est pas ce qui s'est passé ici. Ouais, c'est fou. Quand je vois l'accompagnement qu'a eu la communauté musulmane en Nouvelle-Zélande, alors que c'est une minorité minorisée, quoi. C'est vraiment une minorité là-bas, c'est assez incroyable. Je pense que la communauté musulmane en Nouvelle-Zélande se compte en milliers de personnes, alors qu'en France, elle se compte en millions de personnes. Et nous, on n'a pas eu ça, on n'a pas ça. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai ressenti beaucoup de tristesse en étant en Nouvelle-Zélande, alors que c'est vraiment, je crois, l'endroit où j'aimerais être aujourd'hui. Et si c'était pas à des milliers de kilomètres de la France, je pense que j'habiterais là-bas. Le premier volet de cet épisode est terminé. S'il vous a plu, s'il vous a touché, questionné, parlez-en autour de vous et écrivez-moi sur Facebook, Instagram ou sur debonnefoipodcast@gmail.com. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en le notant 5 étoiles sur votre application. D'ailleurs, si vous êtes passionné de podcast, je vous invite à utiliser Ico, l'application communautaire où l'on peut commenter et partager ses podcasts préférés. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à De Bonne Foi. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième volet rempli d'anecdotes personnelles.